Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187 Cube Radio. 1877 827 2346. On a eu droit à une petite pause de 2 mois, mais là, c'est le retour du Super Bowl de notre collègue et correspondant parlementaire au Journal de Montréal, Nicolas Lachance. C'est le retour de la commission Galant sur le fiasco SACLIC. Salut, Nicolas. Salut, Alexandre. Tout un retour. Ouais, tout un retour, puis ça va reprendre encore une fois aujourd'hui, mais depuis hier en une journée, alors qu'on attend, on se comprend, là, les stars de ce spectacle-là, M. Bonnardel, Geneviève Guilbeault, sont supposés arriver en fin de la semaine, mais là, déjà lundi, on a eu droit à tout un témoignage d'une lanceuse d'alerte. Bien, on est rendu dans la section, dans la partie « Qui savait quoi ?» au gouvernement. C'est un peu ce qui intéresse la population après les fameuses lignes interminables du lancement catastrophique de SACLIC, là, où les gens étaient pris dehors en train d'essayer d'avoir leur permis de conduire ou plaquer leur char. Là, on veut savoir qui au gouvernement était au courant. Et là, donc, on est revenu dans le passé avec l'ère libérale. Donc, au moment en 2017 où Laurent Lessard était ministre des Transports. Et dès le départ, la commission a fait un coup d'éclat en présentant la lettre d'une lanceuse d'alerte. La lettre d'une lanceuse d'alerte, oui, c'est bien ça. Où on exposait un peu, où la dame déclarait que M. Carl Malenfant, le fameux patron de l'informatique de la SAQ, là, le personnage maintenant qu'on connaît depuis des mois, un nom qui revient constamment durant cette commission d'enquête, celui qui était un peu l'architecte, le grand Manitou du fiasco SACLIC, si on peut dire ça. Donc, où elle déclarait ce qu'on a déjà entendu en commission, qu'il avait placé son monde, donc sa garde rapprochée, des gens avec qui il avait travaillé chez Hydro-Québec, dans des entreprises privées, qui souhaitaient ouvrir des appels d'offres avant le temps. Donc, un peu de conflit d'intérêts, mauvaise gestion, manigance. Donc, elle avait déclaré ça à l'interne, elle s'était plainte à son gestionnaire qui était Carl Malenfant à l'époque, et elle avait été renvoyée. Elle avait décidé de se tourner vers des ministres, Laurent Lessard, et le président du Conseil du Trésor à l'époque, Pierre Moreau, pour un peu faire cette déclaration, une espèce de demande à l'aide également, pour dire « Hey, moi j'ai été renvoyé, puis voici ce qui se passe réellement à l'interne. » Donc, au cabinet de M. Lessard, on a reçu ça, et c'est sa directrice de cabinet à l'époque qui a reçu la lettre. On assure, M. Lessard assure que des vérifications ont été faites auprès de la haute direction de la SAQ, mais il n'a pas pu nous dire s'il y a eu de suivi plus exhaustif ensuite. Là. Donc, ça a été un gros coup en partant, sachant que dès 2017, il y avait eu des signaux d'alarme au sein des cabinets. Là. Ouais, puis là, la question autour de ça à laquelle on ne répond pas, c'est quoi les vérifications qui ont été faites autour de ça? Pourquoi on ne s'est pas plus penché sur la manière de gouverner de M. Malenfant? Pourquoi on ne s'est pas penché sur ses relations avec des entreprises pour lesquelles il travaillait par le passé, qui ont pu après ça avoir accès à des appels d'offres au sein de la SAC? Moi, je m'explique mal, là, sincèrement. C'est quoi les vérifications qu'on a faites? Sur le plan politique, ça reste des allégations. Donc, on approche ce que M. Lessard a dit, c'est qu'on a eu des rencontres avec Nathalie Tremblay, qui était la PDG de l'époque. Nathalie Tremblay, on l'entendra prochainement là, dans la commission. Donc, qu'est-ce que ensuite la haute direction de la SAQ a fait? Ça reste un mystère, mais M. Lessard assure qu'il y a une approche qui a été faite pour qu'il y ait des vérifications qui soient faites. Il y a eu même une rencontre au sommet avec le Conseil du Trésor, le président du Conseil du Trésor, Pierre Moreau, en personne, c'est ce qui a été dit. Mais qu'est-ce qui a été complété après par la haute direction, c'est autre chose. Et dans les témoignages précédents qu'on a vus avant la saison estivale, la SAQ s'est toujours défendue en indiquant que ces contrats-là avaient été faits légalement, qu'il n'y avait pas eu de problème en soi. Bref, ça reste, on verra ce que le commissaire Galland en dira dans son rapport final. Est-ce qu'il y a eu des accros à la loi? À l'époque, il faut se rappeler, l'AMP, donc l'Autorité des marchés publics, n'existe toujours pas. Donc, ça a été instauré ensuite. L'UPAC existe. Est-ce que l'UPAC aurait pu s'en mêler? M. Lessard a dit que peut-être que l'UPAC aurait pu s'en mêler, mais est-ce que c'était à M. Lessard d'en faire une déclaration? Ça reste nébuleux.
Ouais, c'est assez spécial de savoir à qui était la responsabilité directe là-dedans. Et moi, ce que je retiens, Nicolas, c'est que pendant que tout ça se dit, il y a le principal intéressé, M. Malenfant, qui est sur LinkedIn, là, puis tap. Lui, là, il écrit puis il rédige lettre sur statut sur lettre pour essayer de contredire tout ce qui se dit sans cesse à la commission Galland. Pour lui, il s'est fait faire une job de bras. Le projet, c'est pas un fiasco. Le rapport du vérificateur général du Québec, c'est erroné. Tout le monde se trompe sur toute la ligne, ou presque, là, à l'entendre, sauf lui. On se comprend qu'on est en train, là, de faire un long préambule pour un témoignage choc, vedette là, de M. Malenfant. On l'attend de pied ferme. C'est certain. M. Malenfant a décidé d'utiliser la plateforme LinkedIn pour se défendre, y aller en mettant... Je pense qu'il est tanné aussi qu'on parle de lui sans qu'il puisse se défendre. On se rappelle qu'on n'est pas devant un procès criminel, là, c'est une commission d'enquête publique, donc il a décidé de se servir de cette plateforme-là pour parler à son monde un peu. Il va de preuves, quand même, il se sert des preuves qui sont déposées à la commission sur lesquelles s'appuyer. Hier, par contre, je pense que là, après la publication de cette fameuse lettre, il est allé d'un plaidoyer où il dit c'est une dame qui était mécontente, qui avait des problèmes avec les ressources humaines depuis le début, qui a eu de la difficulté à mettre son leadership en place. Elle a été mise de côté, pas en raison de ce qu'elle affirme, mais plutôt en raison de ses difficultés et parce qu'elle n'était pas à sa place comme cadre d'eux. Après ça, ça c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Reste que ce que Madame Pascale Saint-Hilaire, on va la nommer parce son nom est maintenant public, a mis dans sa lettre à l'époque, ce sont des allégations qui se sont retrouvées devant la commission, appuyées par des faits, par des preuves. Donc là, c'est ça. À l'époque, c'était peut-être des allégations, mais maintenant, on sait que les preuves physiques existent et elles sont à l'appui. Fait cocasse, là, dans sa lettre, j'aimerais ça énumérer certaines choses qui ont été dites. Là, c'est que M. Malenfant estimait qu'il allait bientôt être le PDG de la SAQ. Il aurait dénigré énormément la fonction publique. Le politique espérait un push politique des libéraux pour les sortir du pouvoir. Donc, il y avait plusieurs allégations un peu... un politicien qui reçoit ça... d'une fonctionnaire, des lanceurs d'alerte, il y en a de toutes formes, tout genre dans la fonction publique. Est-ce qu'on prend tout au sérieux? Il y avait quand même certaines allégations. Maintenant, on voit, il y a une commission d'enquête publique qui devait peut-être être prise au sérieux, mais à l'époque, qu'est-ce qu'on fait avec ce genre de choses-là? Tu vérifies, tu fais des vérifications, mais il y a tellement de dossiers devant soi quand on est ministre. On ne peut pas juste se concentrer là-dessus. Il faut faire confiance aux instances et aux supérieurs qu'on a nommés dans les structures qui sont en place. Ouais, c'est pas simple. C'est vraiment... Mme Saint-Hilaire, il faut quand même noter que Mme Saint-Hilaire est une militante caquiste et une ancienne candidate en 2022 pour le gouvernement Legault. Donc, aussi. Dans le comité de Tachereau à Québec, c'est quand même important de le souligner qu'elle a une appartenance politique avec la CAQ. Ouais, important de garder ça en tête au travers de tout ça. Dans tous les cas, Nicolas Lachance, là, un gros merci de décortiquer le dossier, de le suivre tous les jours. Ouais, c'est la partie François Bonnardel commence aujourd'hui. Elle a commencé un peu hier en fin de journée, là, où déjà certaines personnes de son cabinet ont témoigné. Donc, un ancien directeur adjoint qui a témoigné pour dire qu'il avait été rassuré lors d'un gros briefage technique avec M. Bonnardel qui était en place donc dès leur entrée au pouvoir, qui avait été rassuré que les budgets étaient respectés, que le projet était sur les rails. Aujourd'hui, on va entendre... Alain Généreux, l'attaché politique qui était dans le dossier et à qui on aurait dit que les coûts avaient explosé. Donc, à suivre, on rentre vraiment dans l'ère caquiste et on arrive proche de l'accident de voiture, comme l'avait signifié la vérificatrice générale en disant qu'en 2020, là, c'est vraiment là qu'il y a eu l'impact. Ouais, j'ai hâte d'entendre ça. On va pouvoir te lire dans le journal puis t'entendre parfois à Cube. Nicolas Lachance, t'es correspondant parlementaire au Journal de Montréal. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut, bonne journée. Salut.